Allez, on va être galant. Claire, bonjour, bienvenue. Merci d'être là. Donc, plein de succès dans la fintech, on l'a dit en France. Alors, ça corrige sûrement un petit peu, mais bon, vu qu'on était parti beaucoup moins haut que certains, ça fait moins mal aussi. C'est l'avantage. Euh, c'est vrai, plein de belles boîtes en France. Comment vous regardez ça, vous, avant de parler peut-être de l'ASG, qui a été aussi très active ces dernières années sur des rachats, sur donc M&A, prise de participation, ou juste travailler avec des startups au quotidien? Tout à fait. Ben, écoute, déjà, moi, j'ai passé 10 ans à Londres, en Angleterre, avant de venir en France il y a 4 ans. Et je pense qu'on peut dire que la croissance de l'écosystème a effectivement été spectaculaire. C'est-à-dire que je me rappelle, quand j'arrivais, il y avait Lydia, Conto, qui était en fort développement. Mais on peut le dire quand même, je pense, il y a 4 ans, encore au démarrage. Et maintenant, on voit que c'est des licornes. Donc en France, on a 11 licornes. Si on regarde les chiffres, hein, cette année, on a déjà levé 2,3 milliards d'investissements qui ont été faits et réalisés en France. Alors, ça reste tout petit par rapport à l'investissement global. Il faut se dire, dans le monde, on lève à peu près 30 milliards per quarter. Donc, par trimestre, on lève 30 milliards. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on a de la marge, comme tu dis, et qu'on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Et puis, on peut le constater à FinTech Révolution aujourd'hui. C'est quand même un écosystème vibrant, dynamique, dans lequel toutes les parties prenantes, que ce soit les corporates, les startups, les investisseurs, les régulateurs sont présents. Et c'est vraiment ça qui fait la définition de la puissance de ces écosystèmes, le talent. Je continue mon tour de table. Eric, peut-être avec vous, la réglementation en Europe, est-ce que ça vous aide? Est-ce que c'est plus simple? Parce que c'est un peu homogène, en tout cas plus qu'avant. Alors, il y a un cas particulier dans l'assurance qui est que effectivement les startups ont tendance à être plus compliant que les corporates. Et donc, en fait, le fait qu'on ait une régulation européenne qui soit harmonisée aide au développement des insurtech en Europe. Je ne sais pas si ça va voir avec le succès, mais en tout cas, c'est IDD chez vous, c'est ça, sur ouais, tout à fait. La distribution? La distribution d'assurance. Ok, très clair. Cyril, comment on parle du succès? Comment ça se mesure? C'est en nombre d'utilisateurs, c'est en levée de fonds, c'est en quoi? En usage, ouais. Parce qu'à la fin, nous, ça fait 11 ans qu'on a créé Lydia avec Antoine Porte, qui se trouve là-bas. C'est ce monsieur avec la chemise blanche là-bas. Si vous aimez si vous aimez le produit Lydia, c'est pas à cause de moi, même si c'est souvent moi qu'on voit, c'est grâce à lui. C'est un peu à cause de moi, mais c'est beaucoup grâce à lui. Et donc, évidemment, on a une activité qui est B2C. Vous auriez imaginé il y a 11 ans, on t'a fait la question 100 fois, mais qu'on dirait, tiens, je te fais un Lydia comme ça, que ça passerait dans le langage commun? Oui, les soirs où on était vraiment ivre de désespoir, peut-être on pouvait rêver à des choses comme ça, mais non, on est vraiment très au-delà de ce qu'on avait pu imaginer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a dû recalibrer nos ambitions à la hausse, ce qui est assez rare et pas désagréable. C'est pour ça qu'on est parti de fonctionnalité unique et maintenant on est dans ça, un spectre plus large. Mais je pense que pour nous, la bonne unité de mesure, c'est est-ce que les gens utilisent et, dans une deuxième étape, payent pour ce qu'on fabrique. Et si c'est le cas, c'est une bonne mesure du succès. Et si ce n'est pas le cas, il faut se poser des questions. Et chez Lydia, c'est un bon exemple parce que oui, il y a beaucoup d'utilisateurs. Après, pour nous faire payer, on sait que c'est toujours plus compliqué, notamment peut-être chez des publics plus jeunes qui ont été parfois habitués ou même toi, mal habitués. et voilà, est-ce que, l'horizon de rentabilité chez vous, c'est quoi ça? Pendant longtemps, chez Lydia, on n'avait pas d'horizon de rentabilité parce qu'on n'avait même pas de business plan. Je pense que Romain s'en souvient. Et c'était vraiment une particularité. C'est quoi votre plan de revenus? On n'en a pas. Ah ok, super cool. Bravo les gars. Vous allez aller loin. Bon, ça ne nous a pas empêché d'aller relativement loin, mais il y a encore beaucoup à faire. Et donc, évidemment, depuis quelques années, maintenant, on est sûr qu'une fois qu'on a créé cette dynamique d'acquisition avec des coûts d'acquisition très faibles par l'effet de réseau, comment on fait pour monétiser cet usage. Et là, c'est ce qu'on fait vraiment de manière de plus en plus active depuis 2 ans. Et l'horizon de rentabilité, c'est le deuxième semestre 2023, donc on s'en rapproche sérieusement. J'ai pris des notes. Sachant que, en plus, ils ont levé beaucoup de cash avant que ça se gâte, donc ils sont plutôt pas mal, là, j'imagine, chez Lydia. On n'a pas de problème de cash runway, je confirme. Romain, je termine avec vous le tour de table. Donc, chez Partech, vous avez accompagné les boîtes du tout début à la série B. Enfin, je parle de vous, Romain. Votre définition du succès comme investisseur, ça serait quoi? Alors, on a eu Jean là juste avant, mais ça n'est plus le nom de licorne.
Voilà, ça c'est terminé. Non, ça c'était avant. Même si on est ravi d'accompagner 6 licornes fintech depuis les tout premiers tours. Le VC, c'est un métier de long terme. Donc le succès, ça se mesure sur le temps long. Et on voit bien que sur le temps long, il y a des hauts et des bas. Donc finalement, c'est à la fin. D'ailleurs, la performance d'un fonds, ça se mesure à la fin. Et si on regarde les composantes de ce que fait un succès dans le temps, donc un succès durable, pas au sens ESG. Je suis un fan de l'ESG, mais parce que mes investisseurs sont dans la salle. Ah, vous pilotez l'ESG chez Partech maintenant. Mais donc en plus, voilà, pas une blague. il se trouve que moi, j'ai pris la charge supplémentaire de transformer tout Partech vers plus de ESG, mais je vais en parler. Un succès durable, je vais enfoncer un vrai tabou, c'est une société qui gagne de l'argent. Il n'y a pas de succès durable sans profit. C'est un peu tabou en France, mais donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de succès durable sans les équipes. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait dans sa boîte pour que les hommes et les femmes qui y travaillent, y restent et qu'elles survivent à une exit. Le nombre de boîtes qui sont rachetées et dans lesquelles 3 ans plus tard, il n'y a plus personne, est-ce que c'est un succès? Et puis la troisième composante essentielle, c'est la raison d'être, c'est pourquoi on le fait. C'est la mission. Et ça, c'est contagieux. Ça fait aussi partie de choix qu'on fait. Et de plus en plus, moi, avec l'expérience, je commence à mettre cette raison d'être avant même les perspectives de profit et de me dire, on va travailler 7-8 ans avec ces entrepreneurs, soir et week-end. Pourquoi on a envie de les accompagner? Pourquoi eux se lèvent le matin? Et ça, en fait, dans la raison d'être, il y a énormément de dimensions. On est presque dans la philosophie, parfois dans le spirituel. C'est qu'est-ce qui fait que dans les hauts, mais surtout dans les bas, on y retourne, on repart. Et c'est intéressant parce qu'il y a aujourd'hui en France une génération d'entrepreneurs qui n'en sont pas à leur première boîte. Tous n'ont pas forcément réussi la première. Et on sent qu'ils ont développé ce sens de la mission. Il y a le storytelling qu'on voyait un peu en Californie avant, où en France on parlait beaucoup du produit, des choses comme ça. Maintenant, on sent que dès le début, dès la première rencontre et dès les 5 premières minutes, c'est ce message-là qui passe. Et donc pour nous, le succès, à la fin, c'est la mesure de ces 3 composantes, le profit, une équipe durable et à laquelle on peut transmettre. Ce n'est pas forcément les fondateurs eux-mêmes, mais une équipe durable. Et puis la réalisation de cette raison d'être. Eric, l'équipe durable, comment on fait pour s'inscrire comme ça, et être là encore 5 ans après, avec parfois, si c'est bien, une bonne partie des équipes du début, qui n'est pas un turnover de malade, qui est jamais un bon signe quand même? Alors nous, on a une particularité qui est, on est un peu la tortue dans le livre et la tortue en termes de développement de plus simple, puisque effectivement, on a eu 2 tours de financement et ensuite on est devenu rentable. Et depuis, on rachète des boîtes en fait. Et donc, on va faire la 9e acquisition. On vient de terminer la 9e acquisition en 3 ans. On va en faire 2-3 autres de plus d'ici la fin de l'année. Et donc, un des défis, c'est d'arriver à intégrer des équipes qui sont finalement des équipes qui viennent d'horizons différents. Et le financement, parenthèse, c'est equity, de dette, les deux? De la dette, essentiellement. Là, maintenant, c'est exclusivement de la dette. Donc, effectivement, après 2 tours de série A, série B, on a monté quelque chose qui ressemble à un LBO, qui nous permet de lever avec qui, on peut le rappeler? Avec KKR et okay. Tikeo, qui nous permet en fait de financer les acquisitions qui sont que des boîtes rentables qui viennent s'ajouter finalement à notre profitabilité. Et le fait de les intégrer dans notre écosystème augmente la rentabilité de ces boîtes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a aucun problème à intégrer des boîtes qui ont été créées, qui sont gérées par leurs fondateurs. C'est à peu près le même ADN que nous. En revanche, dès qu'on achète des boîtes qui sont beaucoup plus corporate, alors on s'aperçoit qu'on perd quasiment tout le monde sans licencier personne. Tout le monde démissionne parce que les gens ont du mal à assumer les responsabilités qu'on leur donne. Donc le vrai différenciateur en termes de culture, c'est l'entrepreneuriat et des équipes qui ont été constituées par des entrepreneurs versus des équipes de corporate. Intéressant. Claire, vous pouvez nous faire un petit peu le panorama là, pendant un ou 2 ans, on va dire 2021, il y avait beaucoup d'exubérance en fintech et ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas que la fintech. Là, depuis quelques mois, ça rigole un peu moins là. C'est sûr que si on regarde les chiffres purement, ce qu'on s'est aperçu sur les fintech cotées américaines, c'est qu'en moyenne, elles font moins 50% sur leur CAC. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une vraie revalorisation, une vraie estimation qui est liée à l'environnement macroéconomique, mais également liée à des tours qui avaient été assez hauts. Et là, on parle vraiment d'entreprises qui sont par ailleurs cotées. Donc dans le non coté, celles qu'on a vues
annoncés. Ça peut être par exemple Klarna et Stripe. Donc Klarna a écrasé à peu près 80% de sa valeur. Stripe a écrasé à peu près 38% de sa valeur. Donc on voit aussi des réajustements sur les plus grosses, qui se traduit par le fait qu'elles aient levé effectivement du capital, de la dette via différents financements à des niveaux de valeur très importants. Mais finalement, si ces managements et leurs investisseurs prennent ces décisions aussi, alors on peut challenger les mécaniques sur les tranches préférentielles, etc. Mais c'est aussi parce qu'ils se sentent confidents quelque part sur leur business model et où est leur cœur. Donc, ce qui se passe, c'est simplement, ils ont levé énormément, ils ont recruté un petit peu partout dans le monde. Ça se traduit aussi, ces revalorisations par des layoffs, donc par des licenciements assez importants qu'on a pu voir aux États-Unis sur des boîtes comme Robinhood, où il y a à peu près une dizaine de boîtes où c'est public, ils ont annoncé ce qu'ils avaient fait. Donc, c'est quand même Coinbase, il y en avait une dizaine à peu près qu'on avait identifié. En Europe, on n'était pas non plus sur les montants de valorisation qu'ils avaient et on n'était pas non plus, on n'a quand même pas tellement de fintech qui sont cotées. On en a quelques-unes, telles que Waze ou d'autres, ou qui étaient dans le process d'être cotées. Donc c'est moins facile d'avoir ces informations. Et évidemment, dès que comme c'est le cas pour certaines ici, elles ont du cash et donc elles n'ont pas besoin de lever, évidemment, il ne va pas se poser la question de la valo. Donc ce qu'on peut se dire, c'est quand même, à part les Américaines qui ont des statistiques, en Europe, on n'en a pas tellement. Donc, c'est quand même difficile de vraiment avoir un point de vue très tranché. Je pense qu'on peut se dire, effectivement, il y a un mouvement de fond, on va des revalorisations. Il y a la question des investisseurs côté equity qui sont un petit peu plus vigilants et qui font des réinvestissements sur le portefeuille. Côté CVC, que moi je pilote chez Société Générale, franchement, on n'a jamais été... Corporate Venture Capital, on a été autant actifs cette année que les autres années, mais nous, on est assez lent, finalement, par rapport à des animaux comme Partech. On a fait des deals très green cette année, tels que Ecotree, Impact, Intelligence, et puis on a fait une acquisition en propre qui s'appelle de PXpert, qui était une payment gateway. Donc on est quand même resté très actif sur le marché, et c'est à peu près le cas pour tous les autres CVC ou d'autres banques qui ont annoncé d'autres acquisitions. Donc on reste sur un environnement dynamique. Et sur la dette, nous, ce qu'on observe du côté de nos banquiers et du financement, c'est que la dette reste très soutenue. Donc on continue à prêter énormément sur des taux de 3 à 5% sur la dette classique. Il y a des outils de venture loan que nous, on ne fait pas, mais qui existent sur des 7-8% qui sont présents. Puis après, les BFR, et en France, on avait Nicolas Dufour ce matin, nous, on est guichet unique de la BPI, il y a plusieurs produits qui sont là. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les produits de la dette, on n'est pas là pour bridger une levée. Donc on est là pour vraiment financer un vrai projet qui a une rentabilité. Et donc ça peut être ça parfois, le point de friction qui est là. Moi, ce que j'invite tout le monde à faire, 23, ça va être une année quand même difficile et challenging. Je pense qu'on voit bien que les États-Unis ont annoncé 3 trimestres de récession. Donc si vous êtes en train de lever maintenant, c'est sûr que par rapport à des fois où on levait sur 4-6 mois, regardez un peu le temps long et puis préparez-vous quand même pour un hiver et puis une année un petit peu challenging. Voilà. Romain, il y a plusieurs éléments qui ont été évoqués là par Claire, on ne va pas tout reprendre, mais sur justement ces bridges, ces extensions, c'est des choses que vous faites. On a tendance à entendre que les investisseurs se concentrent plus sur leur portefeuille et plus forcément sur le deal flow entrant. Alors, il faut distinguer les étapes auxquelles se trouvent les sociétés. C'est sûr que des sociétés qui sont en late stage, qui ont levé sur des valos excessives, on va le dire, donc qui quelque part doivent rattraper leur valo. Il n'y a pas d'autre choix que de faire des petits tours, des down rounds, mais en tout cas, il faut assurer la continuité. Tout le monde est en train de resserrer les boulons, c'est-à-dire de revenir un peu à la normale quelque part. Cet excès d'argent gratuit a quand même fait tourner la tête de beaucoup de gens. Donc ça, ces sociétés-là, elles n'ont pas tellement le choix. Donc on n'a pas encore beaucoup les gens, c'est les entrepreneurs ou les VC? Non, mais les deux. De toute façon, les deux. Pour le coup, on est complices. Tout ce qui se passe chez les entrepreneurs, c'est aussi des choses qu'on encourage. Donc, il va y avoir des down rounds, mais je trouve qu'il n'y en a pas encore beaucoup eu en France. Donc ça, c'est sûr que 2023, on va le voir. À l'inverse, il n'y a pas de meilleur moment pour démarrer une boîte en seed aujourd'hui. Parce que justement, les boîtes un peu late stage qui occupaient le terrain, elles ont d'autres chats à fouetter que de prendre des parts de marché. Beaucoup se recroquevillent sur leur marché d'origine et arrêtent la conquête internationale, donc ça laisse de la place. Les partenaires corporate sont moins agressifs que d'habitude. Et il y a une forme de sélection naturelle. Nous, on le voit, il n'y a jamais eu autant de bons dossiers en site qu'en ce moment. C'est paradoxal. Et en fait, c'est une forme de sélection naturelle, c'est que les entrepreneurs qui se lancent maintenant, c'est un peu les plus courageux. Il faut être un peu fou
pour se lancer aujourd'hui en sachant que la barre de financement en seed est très haute et que la barre en série A est encore plus haute. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des tours de seed relativement gros. Les tours de seed ont continué à grossir cette année parce que c'est justement des entrepreneurs qui en fait arrivent à convaincre les VC que leur projet est bon et que de toute façon pour arriver en série A, il faudra plus d'argent qu'avant. Donc c'est un marché qui se reconcentre un peu. Le plus dur, c'est presque pour les boîtes qui sont entre la série A et la série B, qui avaient levé leur série A sans monétiser, qui avant était invraisemblable. Il y avait cette fameuse barre des 100K de revenus mensuels. On ne peut pas lever de série A avant le Covid sans avoir ça. On a complètement explosé cette barre. Donc il y a eu beaucoup de série A avec des boîtes qui faisaient beaucoup moins, voire zéro. Et ces sociétés-là, avec donc des valorisations assez élevées, ces sociétés-là, en série B, pour le coup, il n'y a pas le choix. Série B, normalement, c'est 1 million de chiffre d'affaires par mois. Et donc, il y a un gap monstrueux, d'où des bridges. Donc, c'est sûr. Sélection naturelle qu'évoquait Nicolas Dufour tout à l'heure avant vous, en disant oui, ça va faire le tri, et c'est pas plus mal. Donc, c'est quand même le patron de la BPI qui dit ça, c'est intéressant. Cyril, toujours sur ce succès, comment le mesurer quand vous voyez vos compétiteurs, concurrents, néanmoins amis européens qui, c'est vrai, pratiquent des restructurations très très lourdes parfois, en séparant de 20 à 30% de la masse salariale quasiment du jour au lendemain. C'est pas des choses que vous avez faites, je crois, chez Lydia, sous votre contrôle. Ouais. Non, pas du tout. Parce que vous avez une petite équipe aussi, vous n'avez pas recruté 500 personnes en 6 mois, quoi. Parce que finalement, nous, on faisait partie de la génération des fous d'avant, avec quelques-uns que je vois dans la salle, certains en premier rang, qui avons créé notre entreprise à un moment où tout ça n'existait pas. Il n'y avait pas de capital risque ou très 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 peu, ne parlons pas pour des sociétés de B2C en seed qui n'avaient pas de chiffre d'affaires et une vague idée de ce qu'ils allaient faire. Donc ça, on était vraiment des hurluberlus, mais avec de la persévérance et de l'attention aux détails. Comme du coup, on a commencé avec notre argent, évidemment, on a toujours eu un ADN qui était très frugal. Oui, sauf que vous avez pris le train en marche. Ah oui, non. Donc il y a 18 mois, vous avez levé attention, ça veut pas dire que 100 ou 150 millions. Oui, mais il y a deux manières de lever 100 ou 150, en l'occurrence 200, mais c'est de manière pragmatique. C'est bien, toujours corrigé. De manière pragmatique pour dire le marché est ultra chaud et moi, mon job, c'est pour ça que je suis payé, c'est saisir des opportunités, oui, des opportunités de marché, des opportunités de recrutement, des opportunités de financement. C'est ça mon job. Et donc, le marché est très chaud, il y a de l'argent à l'infini, il y a des valos très élevés, prenons-les et mettons le cash à la banque. Et c'est précisément ce qu'on a fait. C'est pas pour ça qu'on a commencé à recruter des milliers de personnes, des centaines de personnes. Et pire que ça, quand on l'a fait, on l'a dit aux investisseurs. On le prend pourquoi ? Parce que ils n'aiment pas trop ça généralement. Ils aiment bien qu'on le dépense. Oui, mais nous, on ment pas. Quand on va se marier avec quelqu'un pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va pas commencer par lui mentir. Donc on leur dit ce qu'on fait avec leur argent, quoi. Et ce qu'on va faire, c'est on va le garder pour des moments plus compliqués parce que à ce moment-là, on sera content de l'avoir. Il y aura des opportunités de M&A, il y aura des opportunités de développement plus rapide dans certains pays. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a continué à faire une croissance qui était drivée par le cash burn et donc assez raisonnable. Mais effectivement, on a licencié personne. On n'a pas non plus gelé les embauches. Le mois dernier, on a embauché 25 personnes. Ce mois-ci, 11 personnes. Donc, sur une entreprise dont la taille, c'est 250 personnes, continue à avoir une activité assez sérieuse. Alors, il y a un peu de backfill, de remplacement de gens qui partent, mais on a commencé l'année à 160, on va finir à 280, c'est quand même assez raisonnable comme croissance. Eric, vous dites pareil, j'ai eu le nez creux de faire ce deal avec KKR un peu avant que ça se gâte, quand même. Ouais, c'était pas du tout consensuel, ni au niveau du board, ni au niveau des équipes, puisque effectivement, on avait le choix entre faire une série C avec une valo à laquelle je croyais pas, de la boîte à laquelle je croyais pas, ou aller sur une opération de LBO qui me semblait beaucoup plus raisonnable compte tenu de ce que j'anticipais par rapport à ces valos auxquels je croyais pas. Donc ça a été compliqué, hyper compliqué avec l'équipe, hyper compliqué avec les investisseurs. Finalement, on a réussi à le faire. Et là, maintenant, tout le monde dit « Ah, quand même, c'était bien. » Ouais. Bon. Mais ça, c'est un peu le truc je pense, des entrepreneurs, c'est-à-dire prendre des positions et des partis pris qui sont pas consensuels à des moments où on le sent.
Et puis, finalement, ça paye ou ça paye pas. Là, dans ce cas, ça paye super bien. Après, on revient à des choses. Peut-être que le fait qu'on soit une start-up un peu de vieux ou de paysans, je sais pas trop, fait que on s'est toujours dit finalement, on va aller chercher le VC pour financer la R&D. Et il y a un moment où la R&D s'arrête et on commence à générer les revenus. On doit être rentable. Et donc, on a fait ça de manière assez disciplinée. On a levé 25 millions qu'on a cramé pour développer la techno. Et ensuite, on a commencé à monétiser. Et cette année, on va finir avec 40 millions de commissions, à peu près 40 millions de commissions, avec une belle rentabilité, une équipe de 120, 130 personnes au niveau du groupe. Romain, sur l'ESG, vous l'avez dit d'un mot tout à l'heure, on peut peut-être finir là-dessus, sur l'extra-financier, est-ce que c'est une des clés du succès? Donc vous, visiblement, vous prenez le taureau par les cornes, même si ça fait quand même 15 ans que toutes ces thématiques sont sur le devant de la scène, mais on l'a beaucoup mal fait d'ailleurs. Est-ce que vous dites, tiens, si on avance là-dessus, on est parmi les meilleurs, ça va être un truc en plus, et après ce sera de toute façon quasiment une commodité, puisque tout le monde sera obligé de le faire? Ouais, je faisais une petite blague sur l'ESG tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un sujet sérieux. J'avais fait une prédiction fin 2019, donc avant le Covid, dans un article Bloomberg, en disant à la fin de la décennie qui s'annonce, donc celle de 2030, on ne fera plus la différence entre les fonds d'investissement et les fonds impact. Et à l'époque, les fonds impact apparaissaient comme une anomalie sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez les 12 derniers mois de levée de fonds en Europe, 80% de l'argent, donc de nos investisseurs, nos LP, est allé vers des fonds qui prennent en compte la dimension impact dans leur démarche d'investissement. Pas forcément des fonds impact, mais c'est des fonds qui ont intégré cette dimension de l'impact dans ce qu'ils font avant le deal, après le deal. Aujourd'hui, on est en train de lever à peu près 1 milliard chez Partech sur 3 nouveaux fonds, un fonds Afrique numéro 2, un fonds de venture et un fonds d'impact late stage. Et 100% de ces fonds vont prendre en compte la dimension de l'impact dans tous les processus. Donc c'est une transformation assez profonde de la finance qui est à l'œuvre. Ça veut dire une transformation profonde des acteurs de la finance. Donc pour un fonds comme Partech qui fête ses 40 ans cette année, c'est un chantier que j'ai pris du coup pour l'ensemble du partnership. Mais ce que je vois, c'est que c'est aussi contagieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en train de se passer pour l'ensemble de la finance, ce qui veut dire que ça modifie la notion de succès. Et d'ailleurs, sur beaucoup de ces fonds, le carry qui nous est versé, notre intéressement sur la performance, n'est plus mesuré que sur les KPI financiers. Il est aussi mesuré sur les KPI impact de ces sociétés, qui est d'ailleurs un chantier à part entière, parce que comment est-ce qu'on mesure les KPI impact pour une société? Alors, une société qui est déjà late stage, c'est facile parce que son impact, il est mesurable. Une société en seed, elle va pivoter 3 fois. Donc, on est un peu obligé de faire du cousu humain pour chaque investissement. Mais nos investisseurs attendent ça. Impact et performance, parce qu'évidemment, les LP, ils attendent de la performance. C'est le profit d'abord, c'est double-cliquet. Si ça performe financièrement, tu touches la moitié. Et pour toucher l'autre moitié, il faut démontrer que ça performe aussi d'un point de vue impact. Mais c'est fascinant comme mutation. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous ce midi.